Je vais d'abord me présenter, Liliane Portelance. Je suis professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je suis identifiée ici avec l'appellation suivante, Comité interuniversitaire d'actualisation du cadre de référence de la formation des formateurs de stagiaires, il fallait ajouter, au Québec. Alors, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de ce comité, donc qu'on appelle le SIACRE, qui existe maintenant pour la 9e année consécutive. C'est un comité qui rassemble des personnes des différentes universités au Québec qui s'intéressent à la formation en milieu de pratique et aussi à la formation des formateurs de stagiaires. Alors, nous avons, depuis 2008, un cadre de référence pour les formateurs de stagiaires, donc pour celui qu'on appelle l'enseignant associé ici au Québec, qui est appelé maître de stage ailleurs, donc le formateur de terrain, et aussi pour le superviseur universitaire. Alors, on parlait de compétences avant la pause. On a un référentiel de compétences pour les enseignants associés, pour les superviseurs, et je dois dire qu'on en tient compte dans nos activités. Alors, actuellement, il y a 8 universités francophones qui participent à ce comité et donc, comme je vous disais, qui s'intéressent à la formation des formateurs de stagiaires. Il y a de la formation des formateurs de stagiaires dans toutes les régions au Québec, mais elle n'est pas obligatoire. Tout de même, il y a plusieurs personnes qui suivent des ateliers de formation. Comme grille de fond, ce que nous avons dans tous les milieux, ce n'est pas de transférer des savoirs théoriques vers les praticiens, mais bien d'y aller dans une bidirectionnalité, donc de sorte à ce que les savoirs expérientiels soient réellement pris en compte quand on a des ateliers de formation. Alors, ce groupe-là se réunit 3 journées complètes par année. En novembre 2015, nous avons invité Maryse Potvin et Corinna Bory-Anadon, qui sont venues nous présenter le rapport sur la diversité. Et donc, à partir de ce moment-là, dans chacun des milieux, il y a des personnes qui sont mobilisées pour prendre en compte la diversité dans la formation en milieu de pratique, donc formation des stagiaires, formation des enseignants associés et formation des superviseurs. Alors, on a quelques pas de fait au Québec à ce sujet. Voilà. Alors, c'était mon introduction, puisque j'avais lu le diaporama, mais il n'en était pas question. La présentation qui s'intitule, vous avez le titre, « L'expérience québécoise en formation initiale des enseignants sur la diversité ». Est-ce un modèle à suivre? Elle sera faite par Corinna Bory-Anadon de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Monica Cividini de l'Université du Québec à Chicoutimi et Zita de Coninck de l'Université Laval. Elles ont 30 minutes pour faire leur présentation. Alors, je leur laisse la parole. Je vais mettre le chronomètre. Oui, c'est vrai. Bonjour à tous. Oups. Donc, je vais essayer de ne pas dépasser le temps. On va essayer toutes. Et notre présentation va se dérouler sur 3 temps que vous avez à l'écran. Et je vais commencer par le contexte et les orientations de la formation à l'enseignement au Québec. Donc, dans ce contexte, je vais vous présenter quelques balises qui nous permettent de regarder qu'est-ce qui se passe au Québec. On a des choses qu'on a déjà dit plusieurs fois. Les élèves issus de l'immigration au Québec représentent plus ou moins le 27% de la population des élèves au Québec. Bien sûr, ils sont pour la plupart installés dans la région métropolitaine ou périmétropolitaine, comme Mme McAndrew a dit hier, mais depuis une certaine quinzaine d'années, dans les régions, dont je viens d'une région éloignée aussi, il y a aussi l'installation des immigrants et des réfugiés en région, donc des élèves qui assistent à l'école québécoise. Et aussi, il y a quelques recherches qui se sont penchées sur la question des besoins particuliers et des profils de réussite de ces élèves.
Donc, et on peut voir alors que les élèves, il y a certains élèves issus de l'immigration dont les profils sont beaucoup plus vulnérables. Par exemple, les élèves qui sont de première génération, dont la langue d'usage à la maison est autre que le français, ceux qui appartiennent à une minorité fortement racisée, les élèves autochtones qui au Québec et au Canada sont eux-mêmes ne se considèrent pas une minorité, je veux le dire parce que je travaille beaucoup avec les autochtones, et sinon une autre nation fondatrice du Canada. Mais eux aussi, ils ont des besoins particuliers. Aussi, la question des enjeux par rapport à l'ethnoculturel, il y a dans le débat public, pas juste dans les écoles, dans les cours, sinon dans la rue, et l'émergence de certaines dérives racistes, ce qui respecte le débat par rapport à la religion à l'école, et je dirais une banalisation de ce qui sont les conflits ou les problèmes raciaux dans les établissements ou des discriminations dans les établissements scolaires. Pour continuer avec le contexte, on dirait aussi qu'il y a dans la littérature internationale un consensus, on l'a vu aujourd'hui, hier aussi, par rapport à la nécessité de développer des compétences chez les enseignants qui sont liées à la diversité. Et au Québec, depuis la réforme et depuis l'avènement des nouvelles disciplines, par exemple l'éducation à la citoyenneté à partir de la réforme, l'éducation et culture religieuse depuis quelques années, il y a certains appels de différentes organisations pour inclure cette compétence liée à la diversité interculturelle. Ces appels viennent du ministère de l'immigration et des communautés culturelles, ils viennent aussi de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, et aussi du plan d'action gouvernemental 2015-2018. Mais moi, je voudrais m'attarder plus dans les travaux qui ont été faits à partir d'un CRSH qui a été dirigé par Maryse et dont plusieurs des auteurs sont ici aujourd'hui, donc Corina. Et à partir de ces travaux, on a pu avoir accès à une cartographie de la formation initiale et continue du personnel scolaire dans les universités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire qu'est-ce qui s'enseigne sur la diversité dans chacune de nos universités. Il y a aussi une recension de travaux internationaux par rapport aux compétences liées à la diversité. Maryse a parlé un peu ce matin. Et il y a la formation du RIED. Aujourd'hui, on est au 2e sommet. Il y a la formation de l'Observatoire sur la diversité, et j'ai inversé la présentation par rapport à la diapo, parce que je vais parler un peu du sommet et du réseau de formateurs sur l'éducation interculturelle, qui, depuis 4 ans, une fois par année, nous réunissons normalement ici à Montréal. Cette année, c'est l'exception parce qu'il y a le RIED. Et ce sommet a permis, à travers l'appartenance des formateurs, de sensibiliser nos universités par rapport à la diversité ethnoculturelle. Et aussi, ça a permis de former des groupes ad hoc qui se sont penchés sur différents aspects de la formation, et plusieurs choses qui vont être dites plus tard dans cette présentation viennent justement des discussions que nous avons eues dans ces groupes ad hoc et qui ont été formés à partir des sommets de formateurs. Mais pour comprendre ce qui se passe au Québec, il ne faut pas, dans ce contexte, il faut revenir un peu en arrière et vous rappeler que le Québec, il a une politique d'intégration scolaire et d'éducation interculturelle qui date de 1998. Madame McAndrew l'a mentionné hier. Et cette politique d'intégration vise l'égalité des chances, la maîtrise du français comme langue commune de la vie publique,
et l'éducation démocratique dans un contexte pluraliste. Bien entendu, la formation des enseignants, c'est un levier, devrait être un levier pour pouvoir mettre en œuvre cette politique d'intégration. Qu'est-ce qui arrive dans cette politique d'intégration? Le personnel scolaire doit être formé et l'orientation 7 de la politique fait une prescription justement par rapport à ça. Il doit être formé pour relever les défis éducatifs liés à la diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse de la société québécoise. On a parlé aujourd'hui comment est-ce qu'on forme les enseignants au Québec. Nous sommes chapeautés, nous sommes guidés, nous sommes illuminés par les référentiels ministériels de compétences. Cependant, dans ce référentiel ministériel de compétences, il n'y a pas une explicitation par rapport à la politique. Il n'est pas clairement explicité que ça vient de la politique de 98. Donc, il y a une certaine inconsistance entre les orientations du document par rapport aux compétences professionnelles où est mentionnée la politique, et il n'y a pas, par exemple, une compétence spécifique par rapport à la diversité. Les gens conformes des futurs enseignants, on a réopérationnalisé ce référentiel de compétences et on parle des 12 compétences, on parle de chaque compétence, on lui donne un nom. Par exemple, on parle de la compétence d'évaluation, on parle de la compétence culturelle. Il n'y a pas une compétence par rapport à la diversité. Mais il y a des éléments plus ou moins spécifiques, plus ou moins diversifiés dans l'ensemble de compétences qui nous ramène à la question de la diversité. C'est l'identification de ces repères, etc., et viennent justement des travaux du groupe des Maris depuis plusieurs années, je ne me souviens plus combien. Donc, par exemple, les exemples que nous avons écrits ici comme rapport au repère possèdent un regard critique sur les propres origines et pratiques culturelles et sur son rôle social. Ça, c'est un énoncé de compétences, de la compétence 1, compétence culturelle. Et éviter toute forme de discrimination à l'égard des élèves, des parents et des collègues, ça, c'est un énoncé de compétences de la compétence 12, compétence éthique. Aussi, il y a eu, dans la foulée de ces travaux, je pense que c'est le mémoire de maîtrise de Julie, qui nous a permis de voir de Julie La Rochelle-Audet, tout le monde la connaît, donc, et nous a permis de voir dans quelle mesure les différentes compétences qui pouvaient traiter de l'interculturel étaient travaillées dans les différents cours à l'université. Et c'est sans surprise que la compétence 1, compétence culturelle, est traitée sur 33 cours qui ont été repérés. Et la compétence éthique, la compétence 12, il est traité aussi dans plus de 20 cours dans les universités. Évidemment, toutes les compétences qui sont au milieu, que sont les compétences plus d'ordre didactique, comme on a parlé aujourd'hui, il y a beaucoup moins de traitement de la diversité. Je vais laisser alors la parole à ma collègue pour voir la prise en compte de la diversité. Merci, Monica. Comme vous voyez, on fait ça en équipe parce que c'est un travail qui résulte d'un travail d'équipe. Donc, on a voulu mettre ça aussi en évidence dans notre présentation. Et pour embarquer sur le train que Monica a déjà engagé, je dirais que ces compétences-là, en fait, c'est selon les déclarations que les enseignants eux-mêmes, les formateurs universitaires, ont fait dans leur propre plan de cours. Donc, on voit ici les ancrages que les formateurs eux-mêmes utilisent pour parler de diversité aux étudiants, donc futurs enseignants. Et on voit qu'il y a certains éléments du référentiel qui sont beaucoup plus utilisés comme des portes d'entrée pour aborder la question de la diversité que d'autres. Et on peut s'étonner du fait que certaines entrées ne sont pas du tout utilisées.
Donc, je vais parler un peu de ce qui se fait en formation. Donc, on a voulu établir un peu un contexte qui reprenait ce qu'on avait déjà abordé hier et ce matin. Et là, plus aller en détail sur les pratiques effectives des formateurs en contexte de diversité. Quand on dit qu'il y a prise en compte de la diversité en formation des maîtres, ça veut dire quoi au Québec? Donc, à partir d'une cartographie, donc de l'offre de cours, à partir aussi d'entrevues qui ont été faites avec des formateurs pour voir comment eux-mêmes se positionnent et quelles sont les pratiques qu'ils déclarent. D'abord, il faut dire que des programmes de formation en enseignement, donc pour préparer les enseignants, on en a recensé plusieurs au Québec et on les a catégorisés sur 18 programmes différents. Donc, des programmes pour préparer les enseignants à la fois au primaire, au secondaire, à ce que vous appelez la pédagogie spécialisée, qu'ici on appelle l'adaptation scolaire, secondaire avec des entrées disciplinaires, etc. Et dans ces programmes-là, en fait, 17% des programmes recensent aucun cours qui aborde la diversité. Donc ça veut dire dans l'offre de cours qui est faite, qui est proposée aux étudiants, aucun cours qui aborde la diversité. Et il faut savoir que pour faire cette recension-là, on a vraiment ouvert sur ce que pouvait inclure la diversité. Donc, on a voulu vraiment ouvrir le filtre pour pouvoir avoir une vision la plus large possible de ce que représentait la diversité. Quand on la définit sur le plan social, plus largement que ethnoculturel, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de plus de cours. Donc, ça dit quelque chose aussi. Donc, surtout des programmes d'enseignement des langues secondes. Donc, on voit encore l'entrée sur l'objet, sur l'objet même disciplinaire, plus aussi des programmes d'éthique et culture religieuse, encore une fois, l'avènement des nouveaux programmes, et beaucoup moins dans certaines filières, notamment les programmes de formation professionnelle et technique, où, par ailleurs, la question de la diversité est centrale. Disparité entre les universités aussi. On a parlé déjà du hiatus, comme m'a dit Marie hier, entre Montréal et les régions. La régionalisation de l'immigration amène à voir ce hiatus-là différemment, c'est-à-dire qu'il se transforme. Ça devient de plus en plus un enjeu en région, mais les pratiques sont pas encore nécessairement, mises en place, effectives. Et on voit évidemment que comme disait Marie hier, les enseignants veulent être préparés à enseigner à leurs futurs élèves. Donc, dépendamment des attentes qu'ils ont de leurs futurs élèves, ils vont trouver légitimes différentes formations. Et si on est en région, il y a une invisibilité aussi de la diversité. Et là, je reprendrai les termes de Tania, même quand elle est interne, c'est-à-dire qu'il y a des régions qui sont très diverses sur le plan ethnoculturel, mais qu'on ne reconnaît pas comme telles au Québec. Là, on a parlé de ça déjà dans nos journées. Et disparité aussi entre les cours, donc ce qui appartient à un cours obligatoire, un cours optionnel, mais un cours optionnel, ça dépend aussi de l'intérêt, de la volonté de l'étudiant. Donc on va parler tout à l'heure de la légitimité de la formation, mais on voit qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur la volonté de l'étudiant lui-même, la volonté du formateur lui-même. Donc la part du cours qui est consacrée. Donc, j'ai bien aimé tout à l'heure quand on disait c'est pas juste une question de quantité, là. C'est pas parce qu'il y a plus d'heures que ça va nécessairement régler un problème, mais c'est quand même un certain indicateur quand on dit qu'il y a 40% des cours recensés, donc moins la moitié du cours porte sur ces questions-là, c'est-à-dire que le cours est partagé avec d'autres marqueurs de la diversité ou encore d'autres problématiques dites sociales en éducation. Donc, il faut voir, est-ce que c'est des portes, justement, effectives pour avoir des perspectives intersectionnelles ou si c'est plutôt noyer le poisson, là. Ici, on voit un peu l'effet de cette fragmentation disciplinaire dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est intéressant de voir qu'on a déjà eu dans nos discussions, des préoccupations qu'on amène ici dans le cas spécifique du Québec, mais on a fait une typologie des différents cours qui ont été recensés. Donc, des cours avec une approche plus
psychopédagogique. Donc, on pourrait dire, même si on veut pas faire des liens trop clairs, mais qui aborderait plus une approche interculturelle, si on reprend le découpage là qu'on a entendu dans les derniers cours. Des cours plus sociologie de l'éducation, qui là aborderait une perspective plus macro-sociologique, donc où la diversité ethnoculturelle est un des marqueurs sociaux de différence, de la production de groupes et de la différence sociale. Des cours de didactique, où là, on voit que la diversité est vraiment plus comme objet. Et des problématiques particulières où, en fait, je pense à des cours comme développement de l'enfant au préscolaire, où il y avait comme une partie du cours où la question de la diversité était amenée. On voit que les cours didactiques, les cours des problématiques particulières prennent un essor. Donc, c'est à partir de ces perspectives-là que est abordée de plus en plus la diversité dans la formation des maîtres, au détriment des cours qu'on a nommés sociologie de l'éducation, parce que, et là, ça, c'est plus moi qui parle, là, c'est pas dans mais je pense qu'il y a une préoccupation de plus en plus pragmatique dans la formation, de faire des enseignants qui règlent des problèmes, et donc les cours de sociologie de l'éducation perdent un peu de leur vernis, je dirais, par rapport à ça. Voilà. Donc, une fragmentation des cours sur le plan des disciplinaires. Donc, on voit aussi la part de la diversité dans chacun de ces cours-là. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que les cours, par exemple, plus psychopédagogiques, qui ont une posture plus comme interculturelle, de relations enseignant-élève ou élève-élève, vont accorder une grande part à la diversité ethnoculturelle. Et les cours, par exemple, où on va plutôt voir la diversité sous l'angle justement de la construction des groupes sociaux et des dynamiques de pouvoir dans la société, vont occuper une moins grande place. Donc, la part, pour faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure, la part qu'on accorde effectivement à la diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse n'est pas nécessairement corrélée directement avec sa prise en compte dans la formation, là. Je ne sais pas si je suis claire. Donc, quand on parle de diversité, on a essayé de faire une analyse aussi par marqueurs. Donc, quels étaient les marqueurs, justement, ethnoculturels, religieux ou linguistiques qui étaient les plus saillants? On voit là, encore une fois, que sur le plan ethnoculturel, c'est pas la diversité interne qui est mise de l'avant, mais c'est vraiment les élèves issus de l'immigration. On l'a dit à plusieurs reprises, les élèves issus de l'immigration, ça a été au centre des préoccupations sur la prise en compte de la diversité au Québec, et ça l'a occulté d'autres groupes qui sont eux aussi porteurs d'une diversité. Sur le plan religieux, on voit que c'est peu présent dans les descriptifs, même si on a vu que ça faisait objet de débats importants ici au Québec. Donc, l'écho entre le débat public et l'offre de cours, en tout cas, c'est pas toujours trop clair. Et sur la linguistique, bien encore là, vraiment la question de l'allophonie, des non-locuteurs du français ou de l'anglais comme langue d'enseignement, et non des élèves bilingues, trilingues, plurilingues, qui serait une autre façon aussi d'aborder cette diversité. Donc, là aussi, il y a un enjeu que je voulais faire ressortir. Donc, quand on a questionné les formateurs eux-mêmes, différents enjeux sont ressortis, donc eux-mêmes. Donc, ils ont parlé de l'arrimage théorie-pratique, on va en reparler, et c'est une des raisons pourquoi Liliane est ici aussi, pour qu'on ait cette perspective de la formation pratique. L'évaluation des compétences, notamment dans les stages, parce que c'est dans les stages où les compétences sont davantage évaluées, je dirais, in situ. Mais l'évaluation des compétences, même hors des stages, c'est aussi un enjeu. Comme on a vu tout à l'heure, des compétences qui sont mobilisées dans les cours ne sont pas toutes au même niveau. Donc, quelles sont les compétences qu'on évalue, etc. Donc, dans les milieux considérés homogènes ou qui se considèrent eux-mêmes homogènes avec un S, on voit que ces milieux-là, en fait, voient pas nécessairement à première vue l'intérêt d'évaluer une compétence de prise en compte de la diversité, puisqu'il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On revient à ce dont on a parlé dans les derniers
dans les derniers débats. Alors, Zita, c'est ton tour. Ah, c'est pas mal, 20 minutes. J'ai bien. Je vais enchaîner avec j'aimerais revenir un petit peu sur la question des stages parce que je pense que c'est important qu'ici, on comprenne qu'au Québec, c'est une formation intégrée qu'on offre aux enseignants. Et cette formation intégrée, si elle se déroule sur 4 ans, elle comprend une formation disciplinaire et une formation en pédagogie, là, si je résume. Et dans les stages sont faits à l'intérieur de ces 4 ans-là. Il y a 700 heures de stage réparties en stages d'observation jusqu'à des stages de prise en charge. Et c'est là que sur le plan de l'évaluation, c'est extrêmement complexe parce qu'il y a traiter de la diversité dans les cours, mais y faire face souvent dans les stages. Mais encore là, c'est d'avoir des indicateurs progressifs sur ces 4 ans-là. Alors, je tenais à vous dire que ce n'est pas que nos enseignants sont formés pendant 4 ans à l'enseignement uniquement. Bon. Alors, le développement des champs de... voyons, excusez-moi, je vais aller. Ce qui a pu être observé, c'est qu'il y a un dynamisme pédagogique qui ressort de tous ces moments où nous avons réfléchi et aussi les enquêtes qui ont été faites à travers le rapport. Une volonté de concertation entre les formateurs universitaires. Il est certain qu'il y a eu cette mobilisation d'un groupe de chercheurs et c'était quand même un lieu de débat. Et on sent que de plus en plus, bien, chacun dans son milieu aussi peut exercer un certain rayonnement pour alimenter cette réflexion-là. On observe cependant s'il y a un développement, là, si on regarde surtout dans les dernières années, il n'y a pas de plan d'ensemble, puisque cette mobilisation-là, elle vient essentiellement de professeurs qui sont concernés par les questions de diversité et qui deviennent, dans chacun de leurs milieux, des piliers pour un tel développement. Mais s'il n'y a pas, disons, une concertation au niveau plus élevé dans la hiérarchie universitaire, évidemment, les professeurs doivent rester forts s'ils veulent éventuellement voir des changements s'opérer. Les priorités contextuelles pour la formation en enseignement. Moins d'importance est accordée aux questions relatives à la diversité ethnoculturelle en milieu universitaire et scolaire dans les régions à faible immigration. Évidemment, on parle beaucoup de la métropole. En région, c'est également un enjeu. Notamment, Marie McEndroe faisait référence hier au fait qu'il y a quand même une politique de régionalisation, la loi de la régionalisation des immigrants et qui touche essentiellement les réfugiés. Donc, les régions reçoivent, mais peut-être sont moins préparées, les écoles sont moins préparées, les intervenants, etc. Et l'enquête a quand même pu confirmer ces éléments-là. Alors, qu'est-ce qui arrive si on prend en région? C'est la réalité qui crée le besoin. Donc, parfois, c'est une école après l'autre qui est tout d'un coup, qui doit faire face à des changements. Alors, ici, j'attire l'attention sur un énoncé lors de l'enquête. C'est la réalité qui crée le besoin. Les barrières à ça sont là. Si jamais je dis on va créer un cours sur la différence culturelle demain matin, mon équipe va me dire je pense que nos étudiants sont confrontés à d'autres problématiques qu'il faudrait d'abord affronter. Alors, c'est là toute la question du débat de diversité, pluralisme, qu'est-ce que ça englobe? Et c'est quelque chose dont nous avons beaucoup débattu entre chercheurs, mais c'est aussi une réalité. Dès que quelqu'un dans un milieu veut montrer qu'il veut disons, proposer des avancées par rapport à l'inclusion de contenu sur la diversité et le pluralisme, parfois on va justement lui dire « Ah, ben tu te penses bonne, tu veux faire la fière. » En tout cas, moi, j'en ai entendu, alors j'ajoute un petit commentaire personnel. Bon.
Des initiatives institutionnelles pour l'insertion des enseignants formés à l'étranger autochtone. Évidemment, on voit apparaître certaines initiatives, mais je restreins quand même l'idée d'initiative. Il n'y a pas une volonté, disons, dans l'ensemble de la province concernant cette insertion. Il y a formation et des documents destinés aux intervenants des milieux universitaires et scolaires. Et il y a quand même un effort, et je pense que le ministère de l'Éducation a beaucoup contribué à cet effort-là, pour que les gens soient mieux informés. Il y a de la formation. Marie McEnroe y a fait référence aussi la semaine hier. Mais on voit que c'est quelque chose qui est comme... À chaque fois, c'est de nouveaux intervenants qui sont confrontés à cette réalité-là. Alors, c'est pas l'idée qu'on forme un ensemble de personnes, mais on forme des personnes qui, tout d'un coup, font face à cette réalité-là parce que leur milieu reçoit de plus en plus d'élèves allophones. Il y a des programmes particuliers, des formations, des journées d'information, du mentorat pour les étudiants. Donc, c'est un ensemble de mouvements qui se fait et qu'on peut observer en région. Et peut-être que si l'enquête menée en 2012, on la répétait, on verrait qu'il y a eu quand même une évolution pour rester positif. Et il y a, de part et d'autre, on voit dans les régions la création de comités de réflexion. Parfois, ça peut être un ensemble de personnes qui se voient attribuer dans leur commission scolaire la responsabilité de l'intégration des élèves allophones qui vont communiquer avec d'autres commissions scolaires pour partager la réflexion, des outils, etc. Donc, il y a un minimum de mobilisation qu'on observe dans les régions. Mais on peut parler d'une légitimité sans contrainte structurelle. Les exigences ministérielles pour l'agrégation des programmes de formation initiale à l'enseignement de référence de compétences. Alors, on a quand même cette contrainte, mais dans chaque milieu universitaire a ses propres programmes et doit suivre des lignes édictées par le ministère de l'Éducation et par le CAPFE, qui est le comité d'agrégation des programmes. Mais il faut chaque fois négocier ce qui va être incorporé dans les cours et chacun tire de son côté. Donc ça, c'est quelque chose quand même d'assez complexe. Alors, un témoignage tiré de l'enquête, faire plus, ça, je suis toujours prudente. À chaque fois qu'il y a un phénomène particulier, tout d'un coup, on reçoit une commande du CAPFE, qui est le comité d'agrégation. Mais à un moment donné, les baccalauréats ont 120 crédits. Ça, c'est les 120 crédits sur 4 ans. On ne peut pas en ajouter davantage. Alors, c'est aussi la réalité des universitaires d'avoir à trouver des moyens et peut-être que, justement, d'avoir une 13e compétence sur la diversité ou de mieux intégrer les questions de diversité, de pluralisme au sein des activités pédagogiques, etc., ça va permettre un changement. Une nouvelle complexité. Donc, en résumé, c'est chaque fois, si on veut modifier les programmes, il faut qu'il y ait une approbation de tous les intervenants dans ces programmes-là. Et ce n'est pas toujours facile à faire. Et chacun a quand même ses croyances face à ce qui devrait être fait pour la formation des enseignants à l'intérieur des directives ministérielles. Alors, pour résumer aussi un beau témoignage, c'est beau d'ajouter une nouvelle compétence, mais on va faire quoi pour l'actualiser, cette compétence-là, dans nos programmes? Je vois toutes les embûches qu'on va avoir, qui sont de l'ordre du nombre de crédits. On bouge telle autre activité, les descriptifs à réviser et les profs à convaincre, même les étudiants, les conseils de faculté, les départements. Il faut comprendre que les institutions universitaires sont extrêmement complexes et vouloir un changement dans un cours, ça peut prendre bien du temps. Et même à Montréal, ma collègue Françoise Armand a dû travailler 20 ans pour obtenir son cours, alors que moi, en région, il y a 25 ans, j'avais déjà mon cours.
Alors, il y a comme aussi, c'est à l'intérieur des universités qu'il faut se battre et dépendamment de l'ouverture ou de la souplesse ou de la façon dont on va le faire, on peut obtenir des résultats. Alors, pour conclure, la question était, le modèle québécois serait-il un modèle à suivre? Alors, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir y répondre par oui, non, mais je vais quand même vous dire qu'on observe des avancées. Il y a une expansion des cours depuis les 20 dernières années. Il y a quand même un dynamisme pédagogique dont il est souvent fait part dans des colloques, dans des rencontres, etc. Il y a eu une multitude d'ouvrages concernant les débats, mais aussi qui font état des initiatives faites sur ces questions-là. Et ce qui est intéressant, c'est la pluralité des angles d'approche. Entre autres, dans notre groupe de discussion, nous avons pu voir à quel point les débats pouvaient être riches quand il y avait des gens qui venaient du côté d'éthique et religion, de la sociologie de l'éducation, puis aussi des gens en didactique des langues ou en pédagogie plus générale. Un travail de mobilisation interuniversitaire, une volonté, une unicité reconnue. Le travail ici, je fais référence à l'existence, entre autres, de ce groupe auquel nous avons contribué tous et chacun, mais nous étions tous de différentes universités et de beaucoup de disciplines ou sous-disciplines. Et on voit qu'il y a quand même une reconnaissance des enjeux et cette mobilisation-là nous a fait avancer et devrait nous permettre d'avancer vers peut-être un jour un modèle. Les limites demeurent de l'ordre des principes dans plusieurs milieux universitaires. Les débats au sein des universités pour le changement sont extrêmement longs et il ne faut pas abandonner. Et je pense que le processus est enclenché, mais ça demeure encore très exigeant. Pas d'encadrement ministériel officiel ou contraignant. D'une certaine façon, le ministère, je pense, réfléchit à ces questions-là. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui y songent, mais le référentiel de pratique est quand même la ligne directrice, le référentiel des compétences et la ligne directrice. Et tant qu'il n'y a pas de changement, bien, les gens peuvent toujours invoquer le référentiel, ne nous demande pas d'intégrer ces aspects-là. C'est le genre d'argument d'autorité. Mais alors, il y a peut-être des espoirs qu'il y ait un assouplissement ou peut-être des modalités d'intégrer ça. Et c'est ce que le rapport faisait quand il proposait, entre autres, de réfléchir à une 13e compétence ou une meilleure intégration des questions de diversité, de pluralité au sein des 12 compétences. Alors, le travail de mobilisation interuniversitaire est difficile à mettre en œuvre dans la mesure où si certains individus ou professeurs sont vraiment convaincus, ça ne veut pas dire qu'ils représentent leur université. Ce sont des chercheurs qui se sont associés, mais ils n'ont pas été mandatés par leur université. Alors, c'est là qu'il y a un enjeu entre ces convictions de chercheurs pour le changement relativement à ces questions-là et la mobilisation des institutions universitaires. Alors, je termine sur la difficulté de concevoir un modèle de formation, l'importance de définir un socle commun. Alors, il faudrait arriver quand même à un certain consensus. Évidemment, il y a toujours le débat entre région et métropole, mais il y a aussi la vision de notre société de l'avenir et ce qu'on veut faire dans les écoles pour justement avoir une société plus juste et équitable pour tous. Alors, merci Monica, Corina et Zita de nous avoir présenté ce portrait de la formation initiale à l'enseignement au Québec. Et on voit que, bon, est-ce qu'il y a vraiment prise en compte de la diversité? Je pense qu'on a vu que selon les régions, ça varie. Les régions éloignées de Montréal
Et la grande région montréalaise se distingue. Ça varie aussi selon les programmes, selon les cours. Et puis, les profs sont un pilier. Et donc, comme le mentionnait Zita à la fin, il y a quelques personnes pour le moment qui sont mises à contribution volontairement. Et j'en discutais avec Monica avant le début de leur présentation. L'important, ça va être de faire en sorte que tout le monde mette la main à la pâte, donc une mobilisation et beaucoup de collaboration par rapport à ça. Alors maintenant, on a 3 personnes qui vont réagir à cette présentation. Chacune aura 10 minutes. Nous avons interverti l'ordre que vous avez dans votre programme. Nous commençons par Fanny Gallo de l'Université Paris-Est Créteil, l'École supérieure du professorat et de l'éducation de Créteil en France. Alors, je vous laisse la parole. Bonjour à tous et toutes. Donc, je ne reviens pas sur ce que c'est une SP, je pense que maintenant vous avez compris. Je tenterai de mettre un peu en perspective la présentation des collègues québécoises en regard de mon expérience en fait en tant que formatrice à l'ESP de Créteil. Donc c'est pas quelque chose de systématique ni de national. Et je vais l'orienter autour d'une problématique qui est plutôt celle des discriminations et pas tant celle de la diversité. Et je reviendrai juste après sur les raisons pour lesquelles je choisis de revenir sur cette question. Je préfère revenir sur cette question. Alors, je vais reprendre 3 points. Premier point, le contexte et les orientations, même si je vais passer très vite parce que je pense que ça a déjà été pas mal développé. La question des pratiques, donc les pratiques dans le contenu des enseignements et l'action des pratiques dans le cadre de la formation des enseignants au regard d'une situation qu'il y a eu donc à Créteil et que je vais aussi développer. Et puis quelques points sur éventuellement des perspectives si j'ai le temps. Alors sur le contexte et les orientations, donc je vous invite à consulter donc un rapport qui a été réalisé par Fabrice Dume, Floréal Soto, Nora El Masioui, qui s'intitule donc Former et enseigner sur la non-discrimination à l'école et qui est donc disponible en ligne sur le site de l'ARDIS, qui est l'Alliance de recherche sur les discriminations. Donc ils ont réalisé une enquête sur 3 SP donc d'Île-de-France, donc l'ESP de Paris, de Créteil et de Versailles. En complément, ils ont aussi travaillé sur les établissements, sur des lycées. Ils ont rencontré aussi le ministère. Et donc, ils montrent, sur la question du contexte et des orientations, et pour compléter ce qui a déjà été dit, qu'il y a une instabilité, une incertitude du ministère concernant le thème des discriminations, une faiblesse dans la prescription et un aspect, en fait, assez périphérique. Et ce que j'avais pas vraiment prévu d'évoquer, mais que du coup je vais évoquer là-dedans, c'est la question du référentiel de compétences, puisqu'on en a déjà parlé, et puis je me disais que ça pouvait vous intéresser. Donc effectivement, on a un référentiel de compétences avec donc différents niveaux, des compétences communes à tous les personnels d'éducation, donc y compris par exemple les conseillers principaux d'éducation qui travaillent dans les vies scolaires. Alors je sais pas comment ça s'appelle ailleurs, mais et les enseignants et les enseignantes, et des compétences plus spécifiques donc aux professeurs. Et dans le cadre de ce référentiel, nous, contrairement à ce que vient de dire la collègue, il y a la question, dans les compétences communes à tous les personnels d'éducation, on a le point 4 qui dit prendre en compte la diversité des élèves, donc adapter son enseignement et son action éducative à la diversité des élèves, travailler avec les personnes ressources en vue de la mise en œuvre c'est en ligne, donc je vais très vite, de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des élèves en situation de handicap, déceler les signes de décrochage scolaire afin de prévenir les situations difficiles. Donc quand on regarde ça, et là je rebondis sur ce que disait Nicole tout à l'heure, on voit bien de qui on parle quand on parle de diversité. Et c'est aussi une manière ou de quoi on parle quand on parle de diversité. Excusez-moi. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de parler de discrimination, parce que parler de diversité, moi j'ai l'impression, parce que nous, donc c'est présent dans notre référentiel, c'est une manière d'édulcorer les choses et de cacher les rapports de pouvoir, de cacher les stigmatisations qui existent. Donc, c'est une question un peu que je soulève parce que je sais qu'il y a un point qui suit sur la question du racisme. Alors peut-être que je me trompe bref, mais le deuxième point, dans ce référentiel de compétences, on a donc dans les compétences communes à tous les professeurs la compétence P3, construire, mettre en œuvre et animer les situations d'enseignement, d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves. Donc là, on reprend ce que disait Nicole, donc toutes sortes de questions. Alors diversification de l'enseignement, mais diversification de l'enseignement, c'est valable
faite pour tout le monde. Et on a quand même un point, prendre en compte les préalables et les représentations sociales, genre, origine ethnique, socio-économique et culturelle, pour traiter les difficultés éventuelles dans l'accès aux connaissances. Donc il y a dans notre référentiel ces éléments. Pour autant, ça ne veut pas dire que cette question, après, soit davantage présente. Je vais y revenir. Je continue sur le référentiel, puisque c'était un point. Il est aussi question de la lutte contre les discriminations. Et c'est d'ailleurs même le premier point, le premier point du référentiel, c'est faire partager les valeurs de la République. Et le premier sous-point de ce point, c'est savoir transmettre et faire partager les principes de la vie démocratique ainsi que les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, le refus de toutes les discriminations. Donc dans notre référentiel de compétences, il est question aussi de la lutte contre les discriminations. Pour compléter par rapport à ce qui était dit ce matin, notre référentiel, comment on l'utilise? Alors je pense, là aussi j'étais d'accord avec les collègues, en fait... En fait, chacun l'utilise un peu comme il veut. Enfin, en tout cas, moi, à Créteil, la manière dont j'ai été formée, ou plutôt pas formée, c'est... de fait, je l'utilise, mais je sais qu'il y a plein de collègues qui ne l'utilisent pas. Moi, je l'utilise quand je fais des visites dans les écoles. Et du coup, je reprends ce référentiel quand je fais des visites dans les écoles. Mais je sais qu'il y a énormément de collègues qui, ce que disait Geneviève tout à l'heure, ne s'appuient pas du tout sur ce référentiel. Sur la question des pratiques, je vais donc aller vite sur le premier point. En ce qui concerne les formations qui sont proposées à l'ESP de Créteil sur la question des discriminations, il y en a assez peu. Et globalement, c'est le fait d'individus qui utilisent des marges de manœuvre et qui ont une volonté de faire passer ces questions et qui utilisent du coup des cadres instaurés pour faire passer leurs trucs. Donc, je vais très vite, mais je soulève une deuxième question. Par exemple, moi, je participe à l'initiation à la recherche sur la question du genre, parce qu'on a toute une équipe. Et dans ce cadre-là, nous, on fait beaucoup de cours en fait sur les questions d'intersectionnalité. Et on propose des mémoires des mémoires qui croisent, par exemple, la race, la classe, le genre. Bon, par exemple, dans la littérature jeunesse sur l'esclavage, puisque moi, par exemple, je suis historienne. Ou aussi des mémoires sur un collectif qui s'est constitué, qui s'appelle Maman Toutes Égales, qui est un collectif qui s'est constitué au moment où, alors c'était en quelle année, je me souviens plus, mais il a été question d'interdire aux mamans, aux mères qui portent le foulard, d'accompagner les sorties scolaires. Donc on fait réaliser des mémoires dans l'option genre sur ces questions, et je soulève du coup la question, quid de la recherche en fait, et comment est-ce que la recherche dans la formation des enseignants pourrait aussi être un appui dans ce va-et-vient théorie-pratique dont il est question déjà depuis hier. Parce que nous, en tout cas, ces mémoires d'initiation à la recherche qu'on dit à vocation professionnalisante, qui sont des mémoires d'une 50aine de pages, etc., ça peut être vraiment des outils pour aussi avancer sur ces questions. Alors évidemment, tout ça n'est pas officiel, tout ça se fait dans les marges. Deuxième élément sur les pratiques, et là je vais revenir sur quelque chose qui s'est passé à Créteil, mais qui soulève la question de le personnel conforme et la question de justement, je ne sais pas comment le présenter globalement, mais enfin la laïcité, la neutralité, etc. Donc dans le climat post-Charlie, donc en janvier 2015, la priorité de l'ESP de Créteil, d'un certain nombre de collègues, y compris des collègues très investis syndicalement, ça a été donc alors qu'il y avait une polémique en cours lancée par l'extrême droite et la droite sur l'interdiction du foulard à l'université, ça a été de se dire que peut-être le problème c'était le fait que des fonctionnaires stagiaires portent le foulard. Alors là on est sur des trucs de statut, et ça c'est pareil, c'est aussi une question que je pose, parce que je pense que c'est des questions importantes. En fait, nous, donc il a été question de la formation, je ne sais plus qui l'a expliqué, les M1 sont des étudiants ou des étudiantes. À la fin du M1, ils passent le concours. Quand ils ont le concours en M2, ils deviennent stagiaires, et donc fonctionnaires stagiaires. Bon, ils sont dans les écoles et ils sont à l'ESP, qui est l'université, puisque l'ESP a été intégré aux universités. Donc voilà. Parmi eux, bien sûr, il y a des M2 qui n'ont pas eu le concours, qui sont donc que des étudiants. Et parmi eux aussi, il y a des M1 qui sont en alternance, qui sont dans un contrat de droit public, donc qui sont dans un contrat qui fait qu'ils ont peut-être d'autres obligations, qui ne sont pas étudiants seulement. Et donc, toute une polémique s'est enclenchée sur la question de est-ce que ces fonctionnaires stagiaires, et donc ces M1 en alternance, avaient le droit de porter le foulard à l'ESP. Parce qu'il est évident pour tout le monde que il n'est pas du tout question qu'elle porte le foulard dans les classes, et ça, il n'en a même pas. Donc, s'est lancée cette polémique.
Le résultat de cette polémique, ça a été que le foulard était interdit donc, pour les étudiantes fonctionnaires stagiaires, les M1 en alternance, mais autorisé pour les M1 et autorisé pour les M2, ce qui fait que par exemple dans les couloirs, on a des collègues qui demandent aux étudiantes si elles sont fonctionnaires stagiaires ou si elles sont... Enfin voilà la situation, et donc ça a suscité quand même pas mal de discussions, y compris au niveau médiatique, mais ça a été vraiment du coup la manière... Ouais, bon, du coup je vais terminer sur ça, mais du coup je soulève cette question sur le statut justement de ces étudiants en formation et qu'est-ce qui pourrait leur être demandé de ce point de vue. Est-ce que c'est des questions qui se posent ailleurs? Et je terminerai juste sur un point pour dire que c'est nous qui sommes à l'initiative d'un appel à communication que vous avez peut-être reçu sur intersectionnalité en éducation, donc de journées d'études qui se tiendront les 18 et 19 mai prochains à l'ESPE de Créteil. Donc à l'origine de ces journées, vous pouvez bien imaginer que c'est un peu toutes ces questions qui nous ont conduites à lancer ces journées. Et donc, ces journées sont ouvertes, hein, parce que je sais que la question s'est posée, elles sont ouvertes à tous et toutes ici, c'est-à-dire pas seulement à des Français, je veux dire. Et donc, alors bien sûr, on ne pourra pas financer tous les voyages, mais en tout cas, si vous souhaitez répondre à cet appel à communication, ben, on sera ravis. Voilà. Alors, d'un côté, c'est triste, mais peut-être je me sens un peu comme la collègue tout à l'heure de Marseille, où on se dit, bah voilà, on est dans le même bateau, finalement, on a passé les mêmes difficultés. Et ça me donne une image différente de la formation interculturelle des enseignants au Québec, que j'idéalisais, mais je pense que pas mal de collègues ici contribuaient à cette idéalisation, puis je vous remercie de cette image différenciée et qui répond à des questionnements qu'on se pose aussi, par exemple, en Suisse. En Suisse, il y a un curriculum standard pour la formation interculturelle des enseignants qui a été publié par la conférence des directeurs de l'instruction publique, qui est en somme notre ministère, mais au niveau des cantons, qui essaye de coordonner un peu les 26 systèmes d'éducation. Et puis c'est un curriculum auquel Christiane Pergaud a collaboré, avec bien sûr des collègues des autres régions linguistiques. Mais il faut bien l'admettre, il n'est pas mis en pratique, encore très peu. Et avec Nilima Changakoti aussi, j'avais collaboré un temps à un groupe de travail ad hoc de la conférence des institutions de formation des enseignants sur justement la concrétisation dans toutes les institutions de formation des enseignants de ce curriculum standard. Et pour l'instant, le bilan est un échec. Et en fait, on s'est cassé la tête sur notre propre diversité linguistique et culturelle, avec aussi simplement des univers de référence scientifiques différents. Et puis aussi, chacun avec notre principe de la subsidiarité, où il faut toujours aller... Le niveau supérieur ne doit intervenir que quand le niveau inférieur ne parvient pas. Donc chacun a développé la roue chez lui, des roues qui sont plus ou moins carrées parfois, et puis chacun tient à sa roue parce que c'est son truc adapté à son contexte, à la diversité, etc. Et finalement, personne ne veut lâcher et se mettre d'accord sur un concept commun. Donc je vois que finalement, nos difficultés, elles se retrouvent ailleurs. Et puis, en nous entendant hier et aujourd'hui, je me suis dit, mais peut-être qu'on devrait, pour la suite de nos réflexions, porter notre attention, non pas tant sur les objectifs, le contenu de la formation interculturelle des enseignants, la définition des compétences et des curricula, mais plutôt sur nos modes de collaboration, nos modes de communication entre chercheurs et formateurs, entre formateurs, avec les enseignants de terrain, avec les politiques, etc. Parce que j'ai l'impression que finalement, entre nous ici, même si on vient de contextes extrêmement très différents, finalement, on est passablement d'accord quand même sur ce que devrait être la formation interculturelle des enseignants.
tout cas, moi, je me retrouve bien dans ce qui a été dit ces 2 jours. J'ai l'impression que ça fait déjà plus que 2 jours. Mais après, quand on regarde la mise en œuvre, on a tous un constat que c'est décevant. On n'arrive pas, on a des bonnes idées, on élabore des chouettes choses, mais après, quand on va regarder sur le terrain, ça ne se fait pas. Et donc, en Suisse, on a eu, je crois, 2 évaluations vraiment sérieuses sur tout le territoire, de la mise en œuvre et de ce concept, ou avant qu'il y ait le concept aussi. Et puis, ce constat était toujours ça. Chacun fait un petit peu à sa sauce, qui s'intéresse plutôt à la diversité des genres, qui s'intéresse plutôt au handicap, etc. Tout le monde dit qu'il fait de la diversité. Donc je pense qu'on devrait peut-être porter notre effort sur analyser ces résistances que nous rencontrons et réfléchir à la pertinence de nos stratégies, peut-être nous former à assurer ce transfert. Ce n'est pas des compétences qu'on a forcément acquises, et peut-être qu'on ne peut pas juste s'inventer comme ça pour faire ce transfert-là, et donc développer notre capacité à collaborer avec les différents acteurs qui vont faire que la formation interculturelle des enseignants, que nous imaginons, elle va ou non se concrétiser. Et je me demandais si on est vraiment toujours en train de pratiquer les principes qu'on professe, aussi par rapport à la vision déficitaire que nous analysons parmi les enseignants à propos de certaines catégories de population, d'élèves et de familles. Et puis parfois, je me suis surprise aussi à parfois avoir une vision assez déficitaire des enseignants qui ne comprennent pas ci, qui ne disent pas ça, qui ne font pas, etc. Et évidemment qu'ils ne vont pas collaborer si on aborde la relation comme ça. Donc ça, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience. Oui, j'ai bientôt fini. Depuis que je travaille en fait sur la relation école-famille, la relation des enseignants avec les familles, et que ça nous a porté à réfléchir à notre relation avec les parents, mais là surtout en fait avec les enseignants. Donc la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous avez l'impression qu'on est nous-mêmes des praticiens suffisamment réflexifs? C'est fini. Avec de l'Université catholique de Louvain en Belgique, Marie Verhoeven. Alors nous vous écoutons. Merci. Mais en fait, Tania m'a piqué la petite blague par laquelle je voulais commencer, à savoir que j'ai aussi noté que j'étais extrêmement déçue, moi, par rapport au contexte québécois, qu'on m'avait vendu que le Québec était à la pointe de la formation à l'interculturalité, aux approches inclusives, etc. Et puis je constate en effet, à travers votre exposé, qu'il y a bien sûr pas mal de réflexions là-dessus, probablement plus anciennes, plus ancrées que dans nos vieux pays d'Europe, là. Mais malgré tout, un ensemble de difficultés d'implémentation de ces axes. Et je crois que je vais redire des choses que Tania a dites, mais voilà, peut-être avec mon point de vue un peu différemment. Mais donc, je me suis dit en vous écoutant qu'il y avait vraiment, d'abord qu'effectivement au Québec aussi, le chantier était ouvert, était aussi en dynamique et en mouvement. Il me semble que vous pointez une série de difficultés que je pressens aussi du côté de la Belgique francophone et ailleurs, à savoir que ce sont des enjeux de formation qui restent portés plutôt par des enseignants ou des formateurs intéressés, donc ça reste assez aléatoire finalement, la traduction de ces enjeux, qu'il y a insuffisamment de concertation, vous dites, au niveau des plus élevés de la hiérarchie, donc bienvenue au club, que ces préoccupations restent indexées à des contextes de pratique singuliers, plutôt notamment perçus comme hétérogènes et pas à tous les contextes de pratique, les contextes de pratique qui se vivent comme homogènes, ça m'interpelle. Qu'est-ce que c'est un contexte de pratique homogène aujourd'hui? Donc voilà, autre élément que vous pointez, c'est le fait que les enseignants en formation
et ça a été dit tout à l'heure, ne vivent pas ces enjeux comme des problèmes urgents, hein, et que les problèmes urgents en tant que futurs professionnels, c'est des questions de gestion de classe, de tenir sa classe, de gestion de l'indiscipline, d'aller jusqu'au bout des compétences de la matière, etc. Et donc, voilà, enfin, et vous avez aussi parlé du caractère très local des initiatives et des outils qui se créent. Donc, tous ces limites me semblent partagées, en fait, en tout cas dans le contexte que je connais un peu. Et donc, j'avais simplement envie de dire, est-ce que la table ronde d'aujourd'hui est par rapport au réseau du RIED ? Est-ce que l'enjeu, ce ne serait pas d'encourager à la recherche comparative sur ces difficultés ? Donc, ce serait d'inviter mes collègues à essayer de faire des recherches comparatives sur tous ces points de blocage, en fait, et toutes ces difficultés d'implémentation de ces axes au niveau de la formation initiale. Il me semble qu'il y en a plusieurs que vous avez pointés et voilà. Comment connecter ces enjeux à la pratique enseignante, comment rendre les enseignants en formation conscients que ces enjeux concernent tout le monde, tous les enseignants. Voilà, c'est un premier enjeu. Il y a une série de points aussi intéressants. Comment tous les contextes, que ce soit au Québec, en Belgique, en France, on est confronté à des nouvelles directives. Vous avez parlé de l'UNESCO, etc. Maryse nous a décliné ces nouvelles compétences qui sont magnifiques, hein, mais en même temps, comment c'est traduit dans les référentiels locaux et la place que la diversité peut avoir par rapport à d'autres enjeux d'égalité, par exemple. Comment c'est traduit localement dans les référentiels nationaux, ça me paraît très intéressant à étudier aussi d'un point de vue comparatif. C'est pas sûr qu'on entende tous la même chose derrière ces grands référentiels internationaux. Et sur les points de blocage au niveau de la traduction, je trouve vraiment très intéressant de réfléchir aux portes d'entrée qui sont privilégiées par les formateurs, hein, ce que vous avez dit que vous avez tenté de faire. Certains formateurs d'enseignants privilégient une certaine traduction des référentiels, d'autres pas du tout, et donc il est tout à fait possible que certains enjeux centraux passent à la trappe. Comment ça se fait ? Mais ça, pour comprendre ça, je crois qu'il faut faire une sociologie des formateurs d'enseignants et il faut faire une sociologie des enseignants aussi. On n'en a pas beaucoup parlé aussi, non, de ces jeunes qui sont en formation des enseignants. Perrine de Vlesauer, qui aurait dû venir avec moi faire la communication ce matin, fait toute une série de travaux qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer sur qui sont ces jeunes qui sont en formation pour être enseignants. Et c'est vraiment, je pense qu'il y a aussi un chantier tout à fait intéressant. Je crois qu'on ne connaît pas assez la composition sociologique et ethnoculturelle aussi des jeunes d'aujourd'hui qui se destinent au métier d'enseignant. Je crois que là, il y a aussi tout un travail à faire pour comprendre les motivations, les représentations de ces jeunes, quel imaginaire du métier ils ont, où sont-ils ancrés sociologiquement aussi, quelles sont leurs représentations, parce que c'est là aussi que va se faire la traduction. Donc pour résumer ce que je voulais dire, il y a des grands référentiels, puis il y a ce que j'appelle des traductions politiques des référentiels, d'une part au niveau des systèmes éducatifs, puis au niveau des formateurs d'enseignants, et enfin au niveau des futurs enseignants eux-mêmes. Et il y a plein de mécanismes, finalement, qui font que des montagnes accouchent de souris, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, moi, j'ai envie de dire, on pressent ici une série de difficultés, et je pense qu'il y aurait lieu de les étudier dans une perspective comparative, en fait. Je crois qu'il y a là un chantier vraiment intéressant, mais voilà, c'est pas une question, c'est en tout cas un point voilà, j'étais intéressée par entendre que les difficultés résonnaient finalement comme assez proches d'un contexte à l'autre, malgré les contextes politiques et institutionnels différents. Voilà. Alors, mesdames, vous avez noté des questions. Vous voulez répondre? Qui prend la parole? Je vais juste, parce qu'une des dernières choses qui a été soulevée, c'est qu'on ne connaît pas qui sont les futurs enseignants. Et au Québec, il y a plusieurs recherches qui ont été développées, surtout Claude Lessard et Maurice Tardif. Et jusqu'à 10 ans auparavant, ils étaient blancs francophones pour la majorité. D'ailleurs, je pense aujourd'hui, la seule langue étrangère
langue d'origine qui n'est pas le français, c'est moi. Je n'ai pas entendu une autre personne. Donc, c'est ça le contexte de formation des futurs enseignants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de minorité, ça ne veut pas dire... Et même maintenant, les autochtones aussi commencent à avoir des formations spécifiques, mais c'est ça la réalité. Bon, là, on peut continuer. Bon, j'essaie de mettre de l'ordre dans tout ça. Wow. Premièrement, je vais essayer d'y aller, mais après, Zita, tu continues. Oui, enfin, on fait comme on peut. D'abord, les constats que vous avez faits, Fanny, sur le référentiel français, ça m'étonne comment on peut faire les mêmes ici. Cette notion de diversité, aussi ce overlapping élèves en situation de handicap et marqueurs ethnoculturels spécifiques, ça, c'est aussi une confusion à laquelle on est confronté ici. Et il existe dans le référentiel une compétence spécifique pour adapter ces pratiques aux élèves en situation de handicap. Donc, ça montre aussi l'ancrage du champ de l'adaptation scolaire, l'avancée de ce champ-là sur le plan politique au Québec depuis déjà belle lurette. Et le choix du groupe, c'était aussi de se dire, bon, bien, il y a une invisibilisation, ou en tout cas ou à l'inverse, une survisibilisation de certains enjeux liés à la diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse au Québec, et de lui accorder un espace, une place. Ça pourrait rétablir un certain équilibre, une certaine reconnaissance sociale de cette diversité qui est constitutive aujourd'hui de la société québécoise. On n'arrête pas de le dire, mais c'est pas reçu comme ça nécessairement tout le temps. Donc, souvent surestimé dans certains cas, sous-estimé dans d'autres. Hein, on sait que les minorités religieuses, quand on fait les enquêtes, tout le monde dit il y en a. D'autre côté, quand on parle d'élèves issus de l'immigration, tout le monde est étonné de dire que c'est maintenant plus du quart des élèves au Québec. Donc, il y a de replacer un peu cette question-là dans le débat social. Donc, il y avait cette intention derrière. Maintenant, et peut-être c'est pour ça aussi que j'ai semblé pessimiste et bon, des fois le messager n'est pas lui-même super... ce que je veux dire, c'est que cette réflexion sur le risque d'essentialisation de la diversité, le fait de nommer certains marqueurs au détriment d'autres, le fait de ne pas adopter une perspective intersectionnelle, ça place, et comme je l'ai dit, là, c'est moi qui parle, mais ça place, je pense, la prise en compte de la diversité dans une dynamique interindividuelle. Et ça occulte la dimension systémique. Il y avait des considérations stratégiques dans le groupe pour aborder ces questions-là, parce qu'elles doivent aussi être abordées. Mais oui, c'est ça. Donc, il y a à continuer à travailler. Donc, c'est pas parce que on a avancé dans ce sens-là qu'on peut pas avancer dans l'autre sens. Donc, je pense pas que c'est vraiment un choix. On oppose souvent ces questions-là en disant, bon, bien, centré sur l'élève ou centré sur les structures. Ou, bref, je pense qu'il y a comme à arrimer les deux. Bien, c'est ce que vous avez dit hier, d'ailleurs. Et à ce niveau-là, bien, c'est ça, le travail doit se poursuivre. C'est plus facile, dans le contexte québécois actuel, de se centrer, de mettre de l'avant des pratiques différenciées qui vont répondre aux réalités et expériences de certains groupes d'élèves, que de réfléchir plus largement à comment l'école construit aussi la différence, l'utilise pour sélectionner, pour etc., etc. Donc, je voulais revenir là-dessus, sur cette question de diversité vue sous l'angle aussi déficitaire, justement. Pour ce qui est des régions dites homogènes, et je pense que j'ai dit qu'ils se disent homogènes. J'essaie toujours de déconstruire cette idée-là parce qu'évidemment, il n'y en a pas de région homogène au Québec non plus, là. Ça n'existe pas. Mais il y a cette idée, de par la concentration de l'immigration à Montréal, l'installation de l'immigration dans la région montréalaise, il y a cette idée à l'extérieur. Moi, je suis une professeure en région, OK? Mais Montréal, c'est aussi une région, donc tout ça, c'est n'importe quoi. Mais donc, il y a cette idée que, bon, en fait, quand il n'y a pas d'immigration, bien, c'est homogène. Mais non,
C'est pas homogène, en fait. C'est pas homogène socialement, c'est pas homogène sur plein de marqueurs, c'est pas homogène non plus sur le plan ethnoculturel. Donc il y a un travail aussi, et ça, il y a des résistances quand vous parlez de connaître qui sont ces enseignants que l'on forme. Il y a des résistances, mais pourquoi aborder ces questions-là? Pourquoi prendre notre temps si précieux? Alors, on pourrait parler d'élèves en troubles de comportement et la gestion de la classe, mais pourquoi prendre ce temps si précieux pour aborder ces questions alors que ce n'est pas les élèves avec lesquels on va travailler? Donc, vas-y, Zita, puis je vais remettre mes idées en place. Bon. Sans m'étendre, je vais quand même dire qu'à l'intérieur du groupe de chercheurs, nous avons discuté plusieurs journées. Maryse pourrait peut-être en faire le décompte sur ce qu'allait intégrer, que serait pour nous pluralité, diversité, bon, les concepts, mais aussi quelle population. Et à un moment donné, nous avons quand même pris l'orientation de nous pencher davantage sur la population ethnoculturelle pour nos débats. Alors, mais moi, j'aimerais revenir un peu sur les réactions par rapport à nos constats, OK? Je pense que je voudrais dire que tant qu'on n'a pas fait une recherche, on peut rester avec une illusion qu'il y a du changement ou on traite de diversité dans nos cours, etc. Bien, l'enquête qui a été menée, et Julie pourrait en témoigner mieux que moi, elle a quand même interviewé beaucoup de formateurs. Il y a eu un travail systématique, il y a eu un travail, toujours sous la supervision de Maryse, etc., un travail systématique d'analyse des cours. Je ne sais pas si vous avez fait ce même genre de travail-là en Europe, mais tant qu'on n'a pas le tableau devant soi, on peut en parler, on peut causer, mais là, nous, on a fait face à la réalité à travers cette analyse-là. Elle est à certains égards peut-être décevante parce qu'on voudrait bien que tous les cours comportent cette dimension-là. On aurait voulu que le référentiel des compétences soit amendé. Ça fait des années. Il y a eu quand même notre rapport qui a été déposé à la DIREC, qui est la Conférence des doyens, qui a été déposé au ministère de l'Éducation, etc. Mais quand même, il y a des propositions, et je peux vous dire, avec ma tête grise, qu'il y a quand même eu des changements. Mais moi, je pense que les changements, ils doivent venir de la base, même si j'insiste sur le fait que, à mon avis, le ministère de l'Éducation devrait prendre des orientations, les universités devraient prendre des orientations, mais souvent, en éducation, les vrais changements, ils viennent de la base. Si je réfère, hier, Marie McEnroe faisait référence à la politique d'éducation interculturelle, tout ça qui est arrivé en 1998 officiellement. Mais ça faisait quand même presque, depuis le début des années 80, que beaucoup de commissions scolaires de la région de Montréal avaient adopté des politiques d'éducation interculturelle, des politiques locales, antiracistes, etc. Il y avait un mouvement. Le ministère ne voulait pas prendre position, là, je résume, excusez-moi, là, mais face à la province, parce qu'en dehors de Montréal, il n'y avait pas beaucoup d'enfants allophones, etc., mais c'est venu avec le temps parce que le ministère ne pouvait pas rester quoi sur la question, entre autres, parce que les milieux se mobilisaient, les enseignants criaient à l'aide, les directions d'école criaient à l'aide, et le ministère intervenait par des formations, etc. Mais il y a eu un moment donné où il fallait qu'il y ait un énoncé de politique et ça a eu lieu. Et je pense que si je regarde toute la démarche que nous avons eue, bien, elle est concurrente à quand même une mobilisation de la base. Et là, je peux dire que moi, j'ai été 15 ans à Montréal dans le milieu des classes d'accueil et je suis à Québec maintenant depuis 25 ans en région. Bien, je peux vous dire qu'il y a un changement radical en région face à ces questions-là. Et comme une universitaire, j'aurais aimé être déléguée à temps plein
par mon université pour travailler avec les milieux. Je l'ai fait à travers de la recherche et tout ça. Mais il y a quand même un changement d'attitude de la base et je pense que la base va faire bouger des instances supérieures, les universités, tout ça, mais il faut être patient. Et il faut, comme je disais tantôt, Françoise Armand, ma co-chercheure, a travaillé 20 ans pour changer la pensée. Et je peux vous dire que, je termine sur, quand Françoise Armand et moi, on a fait une recherche à travers la province dans 33 commissions scolaires, en 2000, notre collègue de données, c'était 2006-2007, bien, en 2010, ça a amené au ministère de l'Éducation un changement face à toutes les ressources qu'ils donnaient dans les milieux à l'extérieur de Montréal pour soutenir l'intégration des élèves allophones. Et M. Rousseau m'avait dit à l'époque, nous attendions des arguments. Vous, votre recherche, à Mme Armand et vous, nous ont donné ces arguments-là. Mais nous, on est allé voir ce qui se passait à la base. Alors, la recherche, effectivement, peut contribuer au changement par l'information qu'elle transmet. Et c'était le cas, entre autres, je pense, le rapport de Maryse, Julie, etc., et nous tous, les chercheurs, ça donne de l'information à partir desquelles on peut réfléchir sur les orientations à venir.